Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Épitaphe qui vise à mettre en lumière des projets entrepreneuriaux qui n'ont pas eu la fin espérée et à prendre des leçons tirées par les entrepreneurs qui les ont portés. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qui a connu le succès, qui a convaincu beaucoup de monde de monter sur un scooter, mais dont l'aventure n'a malheureusement pas eu la fin escomptée. Bertrand Fleurose, bonjour. Bonjour. Salut Paul, merci de co-hoster également à mes côtés. Bonjour à tous les deux. Et moi c'est Sophie. Alors Bertrand, tu as une grosse carrière d'une quinzaine d'années dans la finance avant de basculer dans l'entrepreneuriat, plus précisément dans la mobilité dans les années 2000. On va mettre un peu de côté cette vie de financier pour se concentrer sur le Bertrand entrepreneur. Et pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ton nom, sachez qu'on a en face de nous le fondateur de Cityscoot, cette start-up qui a lancé le service de location de scooters électriques en libre service. Bertrand, qui es-tu ? Pourquoi t'es-tu lancé dans l'entrepreneuriat ? Et peut-être pourquoi la mobilité spécifiquement ? Alors, je suis un homme de 59 ans. J'ai monté Cityscoot quand j'avais 48 ans. C'était pas ma première entreprise. C'était mon premier gros projet. J'ai décidé de quitter les marchés financiers en 2005. Passionné par le service, pas du tout passionné par les deux roues, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et j'ai commencé à monter un réseau de services de deux roues dans Paris parce qu'il me semblait qu'il y avait un trou à remplir. Et puis quand Autolib est arrivé à Paris, j'ai trouvé que Autolib c'était absolument génial et j'ai voulu faire la même chose avec des scooters. Et finalement, d'une petite observation de mon expérience personnelle, j'ai monté Cityscoot de scratch, de zéro. On a créé un scooter connecté, on a créé une nouvelle batterie et on a embarqué des centaines de milliers d'utilisateurs. Et ça s'est passé entre 2013 et 2015. Le service a ouvert au public en 2016. Et on est donc passé de 0 à peu près 500 000 utilisateurs dans plusieurs villes, dans environ 7-8 villes, 3 pays, pas toutes simultanément. Et effectivement, ça a été un énorme succès jusqu'à ce que le Covid, en mars 2020, nous coupe les ailes totalement. Et que si ça avait été que le Covid, je pense que Cityscoot existerait encore. Mais après, il y a eu tout le télétravail qui est devenu structurel et qui fait que les gens se déplaçaient un petit peu moins pour aller travailler et revenir de leur travail. Et ça a fini par consumer à petit feu Cityscoot, son chiffre d'affaires, sa trésorerie. Je pense qu'aujourd'hui, un nouveau Cityscoot fonctionnerait très bien. Le télétravail c'est un petit peu estompé. Mais bon, voilà, les choses sont comme elles sont. Moi, je suis parti de Cityscoot en 2022, un petit peu poussé dehors par mes actionnaires institutionnels. Et depuis, je fais autre chose. Et on va revenir sur toutes les étapes de Cityscoot. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat ? Parce que tu as un parcours très financier, expert et contrebalancé sur le deux roues. Oui, alors effectivement, moi j'étais trader pour des grandes banques, prop trader, c'est-à-dire qu'en étant prop trader, je travaillais pour le compte des banques, j'étais plutôt un senior trader, donc j'avais pas beaucoup de... Bon, évidemment, il y avait une hiérarchie au-dessus de moi dans des banques comme ma dernière banque, c'était JP Morgan, mais on avait énormément d'autonomie. Moi, j'ai toujours apprécié l'autonomie, j'ai jamais vraiment tellement aimé qu'on me dise ce que je dois faire, et c'est peut-être pour ça que, comme mon père d'ailleurs me l'a transmis, j'avais plutôt une âme d'entrepreneur. J'aime bien diriger des équipes, j'aime bien stratégiser, j'aime bien avoir une vision et j'ai appris à déléguer. Je suis pas hyper partageur de mes idées en général, ni de la façon de le faire, mais j'aime beaucoup déléguer maintenant. Au début, je savais pas faire. Et donc, je pense que c'est l'héritage de mon père qui était lui-même entrepreneur, plus le ras-le-bol de travailler dans des marchés financiers où j'ai rien appris finalement, avoir envie d'avoir ma propre boîte après le marché financier en 2005, c'était un garage, quoi. Donc, c'était un garage qui est devenu un centre de service, puis de location, puis j'étais agréé par tous les assureurs, c'est devenu assez gros. Et comme je vous l'ai dit il y a une minute, quand Autolib est arrivé, je me suis dit, je vais pivoter, je vais faire un truc un peu différent. Bon, j'en avais marre d'avoir une boutique, en fait. Je pensais que je pouvais aspirer à plus que ça. Et voilà, donc j'ai créé Cityscoot. Voilà, c'est mon âme. Je pense que maintenant que j'ai goûté à l'entreprise depuis 20 ans, alors j'avais monté quelques petits projets avant quand même. J'ai vendu des fringues pour enfants.
Ok, t'as un petit passif quand même. Ouais, j'ai aussi fait une espèce de logiciel fin des années 90, d'aiguillage de minutes téléphoniques et de minutes et de kilowattheures aussi. Bon, ça n'a pas fonctionné du tout, enfin ça n'a pas été très loin. Et donc quelques petits projets comme ça, jusqu'à CityScoot, qui a connu le succès qu'on connaît. Et pour CityScoot, et peut-être pour les autres projets d'ailleurs, à chaque fois, tu es solo entrepreneur. Et est-ce que c'est un souhait ou ça s'est fait tel quel ? Qu'est-ce que tu veux dire, Sophie ? Tu t'es lancé tout seul. Ah oui, Tu n'avais oui, pas oui. d'associé. Non, jamais. Comme je te dis, alors je comprends qu'on puisse vouloir un associé. Moi, je ne suis pas du genre à faire des concessions quand j'ai une vision. Et je pense que ce genre d'histoire d'amour finit souvent plus mal que pas. Donc non, je préfère pas. Je préfère être tout seul. Je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de validation dans mes décisions. Je suis quelqu'un qui tient la pression. Je suis plutôt un solitaire dans mes décisions. Bon, je consulte beaucoup, hein, évidemment. Quand je ne connais pas les sujets, je m'en remets à ceux qui les connaissent mieux que moi. Mais j'aime bien porter la responsabilité tout seul. Ok. Et du coup, maintenant, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les étapes clés de CityScoot ? Donc, tu te lances en 2013, tu pivotes, parce que finalement, tu étais déjà dans cette industrie-là, mais avec... Ouais, enfin pas vraiment. Moi, c'était achat, vente, réparation, location. Et tout d'un coup, je décide de faire de la location à la minute. Pourquoi ? Parce que je sens qu'il y a un besoin de ça. Souvent, moi, je suis parti du constat que si moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça, c'est que veut dire qu'il y a d'autres personnes aussi qui pourraient aimer. Ça n'existe pas. J'ai inventé le système. Alors, on a co-inventé, enfin pas co-inventé puisqu'on n'était pas ensemble, mais on a inventé en même temps avec le fondateur de Cooltrain le même service au même moment. Et on est sorti à un mois près, notre service, lui à Barcelone, moi à Paris, en pensant que depuis 2 ans, on était les seuls au monde à travailler sur le même projet, et on l'a sorti en même temps. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés hyper vite et on a sympathisé. Et voilà. Et donc le pivot, il s'est fait un peu plus le jour où moi, au début, je voulais faire. Je pensais que parce que je m'étais vraiment très inspiré d'Autolib, je pensais que le service il allait fonctionner avec des stations. Et moi, qui suis scooteriste, d'ailleurs, j'ai levé de l'argent sur ces stations. Je sais même pas comment mes premiers investisseurs ont pu me faire confiance avec un projet pareil. Mais le vrai pivot, c'était quand assez rapidement, très rapidement, d'ailleurs, le service a ouvert comme ça. On est passé du système de station au système de free floating. Le free floating, ça n'existait pas du tout. Et donc, changer les batteries sur place, ça voulait dire que les gens pouvaient se garer, s'arrêter où ils voulaient, reprendre le scooter où ils étaient. Et ça, c'était la vraie révolution. Avec une batterie qu'on avait inventée. Donc, notre service, il était quand même... C'était une innovation mondiale, ça. Hein. Ça n'existait pas du tout. C'est ça qui a inspiré ensuite les vélos et tout ça. Avant, c'était que des stations. On était le premier service sans station. Donc le vrai pivot, il a été là. Et ensuite, il y a eu ce que vous connaissez, puisque vous avez tous les deux été, surtout toi, Paul, j'ai l'impression, ce qu'on appelle des power users de CityScoot. Merci, avec le recul, merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, donc ça c'était là. Alors la première grosse étape, effectivement, c'est 2013-2014 où on crée le service. 2015, inauguration avec la mairie de Paris, devant la mairie de Paris. Donc ça, c'était un gros truc. Ensuite, un très gros bêta-test pendant 6 mois jusqu'à l'ouverture officielle le premier jour de l'été 2016, donc 21 juin 2016. Et là, très rapidement, c'est monté ça a été vraiment la ligne droite. On est passé des 6 premiers mois, 500 000 euros de chiffre d'affaires à 5 millions l'année suivante, puis à 10 millions, puis à 20 millions. Donc on a doublé quasiment tous les ans. Et ouais, ça a été comme on dit, exponentiel comme progression. Le premier milestone, ça a été l'ouverture. Donc après Paris, qu'on a développé en plusieurs temps, ça a été l'ouverture de Nice, qui a été la première fois qu'on scalait hors de Paris. Puis Rome, Milan et tout ça. Ensuite, on a signé un partenariat avec Uber, un contrat très très long à négocier qui finalement ne nous a rien rapporté. Le fait d'avoir CityScoot sur l'app, Uber
Bon, pour l'ego, c'était top, mais pour le chiffre d'affaires, c'était 0. Mais enfin, c'était un milestone pour nous de prestige. Et puis, il y a eu notre tour C qui a été un tour très important pour nous. On a fait rentrer 2 nouveaux investisseurs qui étaient finalement notre asymptote. Parce qu'ensuite, très rapidement après notre tour C, 3 mois après notre tour C, le Covid est arrivé. Et là, on est passé de 15 000 locations par jour à 200 locations par jour. Parce que tout le monde était enfermé chez soi. Et ça, là, ça a été le début de la descente, là. Tu peux nous parler un peu de ton état d'esprit quand le Covid et tous les confinements arrivent? Comment tu vis le truc? Est-ce que tu te dis ça va être 2 mois un peu bizarre et ça va repartir? Ouais, exactement. Je pense que ça va être 2 mois un peu bizarre et que ça va repartir. Et je profite du Covid et du PGE mis en place par le gouvernement, par l'État, ainsi que des prêts exceptionnels que la BPI accorde pour prendre, au cas où, le maximum de trésor possible. Donc là, on emprunte 17 millions à peu près. Sachant que tu venais de faire ta série C, donc tu avais du cash en banque. T'as plein de cash. On avait du cash, ouais. Et là, Sauf que tu as un modèle Ouais, mais là, le cash, on avait quand même dans l'excitation et on peut dire a posteriori que ça avait été une erreur, mais c'est toujours facile de dire que avec le recul, de regarder dans le rétroviseur et dire que c'était une erreur à ce moment-là. C'était pas évident à ce moment-là que ce soit une erreur. Parce que 2020, les 3 premiers mois de 2020, on était parti pour gagner de l'argent pour la première fois. Donc c'était pas forcément une erreur, mais on avait commandé énormément de scooters pour déployer d'autres villes, notamment Londres, des gros projets. Et donc l'argent de la levée a été finalement, allait être dépensé pour tous ces investissements et toute la croissance des années à venir. Et finalement, j'ai été chercher cette trésor auprès le PGE et la BPI pour reconstituer un petit peu une poche de sûreté. Cette poche de sûreté, elle n'a pas duré très longtemps. Nous, à un moment, les scooters qu'on a commandés, ils sont arrivés, il fallait les assurer. Il fallait les maintenir, il fallait payer leur loyer parce qu'ils étaient achetés en leasing, donc ils nous coûtaient très cher et pendant ce temps-là, on ne les louait pas. Donc la trésorerie, on a brûlé énormément de cash pendant à peu près 1 an, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2020, il y a eu d'abord un confinement de 2 mois, puis un déconfinement de 2 mois, puis un reconfinement en octobre-novembre, et puis ça a duré, puis il y a eu puis ensuite il y a eu les couvre-feux, et puis ça a été tout ça, c'est très compliqué. Et quand finalement tout ça s'est terminé, les gens, ils ont bossé de chez eux. Et comme je l'ai dit en intro, le Covid nous a finalement fait beaucoup plus mal que le télétravail nous a finalement fait beaucoup plus mal que le Covid, parce que c'était structurel. Les gens avaient pris une nouvelle habitude. Tu peux te battre contre un événement, tu peux pas te battre contre un nouveau paradigme. Ça, c'est vraiment très compliqué. Sauf que depuis, les données ont rechangé et je pense qu'on est à peu près revenu dans la configuration d'avant Covid maintenant. Voilà. Donc, on emprunte beaucoup d'argent. Mon état d'esprit à ce moment-là, c'est bon, ça va pas durer longtemps. On vient de lever, on a de l'argent. Je viendrai emprunter de l'argent à la banque. En plus, les PGE, c'était remboursement avec des parts différées. Les taux étaient super cool. Je renégocie avec le leaser pour qu'on réallonge la période de leasing. Je passe beaucoup de temps à faire ça et j'ai l'impression d'avoir mis la société à l'abri pendant au moins 12 mois. Vous êtes combien d'employés à ce moment-là ? Je pense qu'on est 250 ou 300 à Paris et puis entre 50 et 80 à l'étranger. Peut-être 100 à l'étranger. Okay. Un truc comme ça. 300. On doit être entre 350 et 400. Donc oui, c'est lourd. On essaye d'ailleurs de faire du chômage, je ne sais plus comment on appelait ça, du chômage partiel. On a essayé de tout mettre en œuvre, mais CityScoot, à ce moment-là, c'est un paquebot qui était en train d'accélérer. Et c'est pas facile d'appuyer sur le bouton, de mettre sur off. Tu peux pas réellement mettre sur off, tu vois. Il y a quand même des coûts. Il y a un minimum de cash à brûler chaque mois. Et donc on peut pas tenir ad vitam. Et on prévient nos investisseurs d'ailleurs que si ça continue comme ça, tout le cash va s'envoler assez rapidement.
Et on les prévient à un moment. Moi, j'embauche un directeur général pendant le Covid et début 2021, on leur dit on devait relever des sous normalement fin 2020. On les relève pas. Et on repousse on repousse ça pour une levée intermédiaire en 2021 qu'on fait tant bien que mal avec un leveur de fonds qui n'a pas vraiment fait bien son travail. Et finalement, on prévient nos investisseurs qu'il faut avoir autant d'argent, sinon hiver 2022, on passe pas. Donc tu vois, là, on est 2 ans après le Covid, donc on a tenu jusque-là. On a fait un petit bridge de quelques millions été 2021, mais on leur dit, là, on n'a pas assez, hiver 2022, on passera pas. Et c'est là que je m'accroche avec mes investisseurs et qui me disent, ah bon, écoute, alors je leur dis, début 2022, on n'a plus de cash. Et ils me disent, on n'a plus de cash, ça c'est très intéressant, écoute, peut-être qu'on peut aider, mais d'abord il faut que tu t'en ailles, et ensuite ça va coûter très cher aux actionnaires. Enfin, aux minoritaires, à tous les petits porteurs. Donc on se frite énormément à ce moment-là, évidemment, parce que je ne suis pas d'accord. Je pense qu'ils n'agissent pas pour l'intérêt social de la boîte. Les 2 actionnaires en question, c'est les 2 actionnaires publics. Donc je suis très fâché et je suis obligé de partir. Et juste sur leur position, est-ce que vous aviez 2 visions de ce qu'il fallait faire diamétralement opposées, ou est-ce qu'ils n'avaient pas forcément de plan mais situation d'urgence et panique, ils proposent un wash-out complet. Enfin, est-ce qu'il y avait des désaccords opérationnels avant d'avoir des désaccords capitalistiques ? Non, il n'y avait pas de désaccord opérationnel. J'ai toujours tout bien fait dans Cityscoot. Et de toute façon, je pense que, à part peut-être 1 ou 2 de mon board, personne ne comprenait réellement l'essence du business. Tout le monde pensait que Cityscoot, c'était une boîte de mobilité. En fait, c'est une société. Il fallait c'est ce que j'ai toujours fait. Il fallait la penser comme une société de service. Et avant que ce soit une société de mobilité. Et ça, je le faisais très bien. L'opérationnel, je le faisais très bien. On peut me reprocher d'avoir peut-être dépensé trop d'argent, ce qui est une erreur assez commune des boîtes qui sont en hypercroissance, mais pas de bien tenir le volant, si tu veux. Les bons KPI, je sais lesquels c'est, je sais comment faire tourner la boîte, l'opérationnel, je suis au point, et la divergence que j'ai avec mes actionnaires, c'est qu'on peut pas se blairer, quoi. C'est surtout ça. La relation, elle s'est détériorée dès le début du Covid, ou vous aviez une relation vraiment de confiance au début qui s'est vraiment détériorée. Elle s'est détériorée, je pense, avec les 2 actionnaires publics. Elle s'était détériorée pendant le tour C, pendant la levée du tour C. Ils étaient déjà là avant eux. Ouais, ils étaient là depuis. Il y en a un qui était là depuis le tour A et l'autre qui était là depuis le tour B. Et je pense que c'est pendant le tour C où ils avaient déjà exercé sur moi une sorte de chantage au dépôt de bilan pour avoir des conditions de levée meilleures que celles sur lesquelles on s'était mis d'accord au début. Et moi, je déteste ce genre de comportement. Et je suis pas du genre à courber les chines non plus. Bon. Et donc la relation s'est détériorée à ce moment-là. Et je pense qu'un jour, ils se sont dit, celui-là, il nous fait un petit peu chier. Si on a un jour l'occasion de se débarrasser de lui, on le fera. Mais c'était vraiment de la vengeance personnelle. C'était pas du tout dans l'intérêt de la boîte. J'ai d'ailleurs proposé ensuite de continuer à bosser gratuitement pour la boîte pour essayer de la redresser. Ils ont refusé. Donc c'était hyper perso et donc je l'ai pris vraiment très personnellement. Ensuite. Et ta relation avec les nouveaux investisseurs de la série C ? Oui, ça allait à peu près. C'était Allianz et Demeter. Bon. J'ai pas grand chose à dire. À ce moment-là, ça allait très bien. Quand on a des nouveaux investisseurs, ça redonne un petit coup de. Ça donne un petit coup de boost. On boit le champagne ensemble. Ils sont là pour qu'on essaye de construire quelque chose d'autre. Mais les investisseurs publics, c'est des gens qui te tirent vers le bas tout le temps, tu vois. Donc ils n'ont pas tout à fait la même vision que les VC. Il y en a un des 2, c'est un VC.
Et lui, il voulait nous tirer vers le haut, je pense, pendant que les autres nous tiraient vers le bas. Et finalement, je me suis retrouvé avec, à mon bord, une espèce de panier de crabes, où j'ai compris que finalement, la plus grosse erreur que j'ai faite en montant Cityscoot, c'était de pas avoir les bons investisseurs. Et je pense que tu peux avoir le meilleur projet du monde, si les gens qui font, si la gouvernance est pourrie, ça te tue ta boîte. Ou de leur laisser trop de place à la gouvernance, parce que j'imagine que d'avoir ces acteurs-là ont pu t'ouvrir des portes à un moment sur des appels d'offres ou des bonnes... Non, rien du tout. Non. Okay. C'est ce que j'aurais pensé. Avec la RATP, on parlait synergie au moment de la levée, puis il y a eu 0 synergie. La Caisse des dépôts, n'en parlons pas. Il n'y a que vraiment avec Allianz, qui était mon assureur, c'était l'assureur de l'activité, qu'on peut dire qu'il y avait une synergie à la fois capitalistique et commerciale, c'est tout. Donc voilà, donc on est voilà une boîte où ça se passe pas bien, la gouvernance se passe pas bien, même au sein du board, ils s'entendent pas, je pense. Et donc, une boîte qui est livrée à elle-même, avec à sa tête un DG qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de ménager la chèvre et le chou. Moi, je reste président de cette boîte encore 3 mois après février 2022, puis ensuite, je fais ma vie. Et ça, c'est le DG que tu avais recruté en 2021 ? En 2020. Ouais. 2020, ouais. Donc, qui est arrivé, qui a connu, lui, toute la période difficile, avec qui tu travaillais en confiance. Non, mais avec lui, pas de problème. Il fait aussi bien qu'il peut. La situation est difficile. Il faut avoir les épaules solides. Faut tenir la pression. Est-ce qu'il est capable de tenir la pression aussi bien que moi ? Je pense, peut-être. Je sais pas. Mais la pression, elle est très forte. La pression, elle est très forte parce qu'après mon départ, il y a de nouveau une recomposition du board. Les 2 acteurs publics, ils ont 5 sièges sur 7. Donc ça veut dire que c'est eux qui tiennent les manettes. Et ça veut dire que lui, en fait, il est à ses ordres. Et c'est un truc qu'il n'a pas supporté, je pense, enfin, qu'il a mal supporté. Et 1 an après mon départ, lui-même s'en va. Donc la boîte est laissée à la main d'une équipe de managers de transition dont la mission est triple, à mon avis. Soit revendre la boîte, soit essayer de trouver... soit la fermer, gentiment, soit lever des fonds. Donc il y a une sorte de dual, voire je sais pas comment on pourrait dire, triple track, où ils essayent de faire tout ça, en même temps, et puis finalement, en plus, il y a la réponse à l'appel d'offres de la mairie de Paris qui est sous-jacent et qu'on attend déjà depuis plus d'1 an et qui tombe pas. Finalement, l'appel de la mairie de Paris dit que Cityscoot peut opérer pendant, je sais plus combien d'années c'était, avec 2000 ou 2500 scooters. Bon, il y a 2 concurrents en plus, mais malgré les 2 concurrents, Cityscoot avait encore 70 ou 80% du marché. Donc ça allait très bien. Et pour une raison que j'ignore pas, mais que je peux pas dévoiler... alors que j'avais dit que je parlerais sans filtre, c'est ce que j'ai fait depuis le début, mais là, je peux pas dire. On en parlera après les micros, alors. CDC et RATP, qui ont maintenant 99,7% de la boîte, parce qu'ils ont dilué tout le monde par 1000, décident de pas... Donc, ils ont réinvesti quand même. Ils ont fini par réinvestir pour garder Ils ont réinvesti en 2022 pour sauver Cityscoot, mais à des conditions, je te dis, dilution par 1000. Ouais. Bon, donc ils ont... il y avait 1,2 million d'actions en juillet 2022. Il y en a 146 millions pour 12 millions en septembre 2022. Tu vois. Donc tout le monde pleure, y compris tous les autres institutionnels qui ont tout perdu. Enfin, je pense qu'ils ont tout perdu, à moins qu'ils se soient arrangés avec CDC et RATP, mais je pense qu'ils ont tout perdu. D'ailleurs, ils ont voté au board pour tout perdre, un truc que je n'expliquerai jamais. S'ils écoutent ce podcast, ils doivent bien grincer des dents aujourd'hui. Et donc, on est en août 2023, l'appel d'offres est gagné. Le business n'est pas si mauvais, on n'est plus à 20-25 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais on est encore à 15 millions. Les coûts ont été réduits.
l'équipe de managers de transition que je peux pas saquer, mais ils ont l'air de faire le boulot quand même. Toi, tu arrives à garder quand même des informations. Même si tu bah n'as plus ouais. aucun, c'est ta boîte, quoi. Équipe. Bah déjà, je suis encore actionnaire, donc C'est clair de plus beaucoup quand même, parce que si ils ont 99,7%. Ouais, mais quand même, je reçois les comptes rendus annuels, etc. Et puis j'ai encore 250 oreilles à moi dans la boîte. Interne, ouais. Ouais. Tous les gens qui sont là, Et c'est toi, t'as des gardé. embauchés. Oui, c'est ça. Et toi, t'as gardé du coup Toutes les une relations. relation. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui m'en veulent parce qu'ils pensent que c'est moi qui ai coulé la boîte, mais sinon tout le monde. Et puis moi, j'étais un. Et ça reste ton projet surtout en fait. Bah, c'est mon projet, c'est moi qui l'ai fondé à bout de bras. C'est moi qui l'ai sauvé plusieurs fois à bout de bras. Les employés me font hyper confiance. Il y en a avec qui je suis devenu copain. Je connais le prénom de la moitié de tous les salariés. Comment ils ont vécu ton départ ? Je sais pas, mal, je pense, certains, et puis d'autres qui me connaissaient pas très bien, je pense qu'ils s'en foutaient complètement, mais je pense plutôt assez mal. Moi, j'incarnais vraiment Cityscoot. La notoriété de Cityscoot, c'était aussi un peu moi. Je donnais une image de confiance. C'est l'image que je voulais donner d'ailleurs, que Cityscoot, en tant que service de confiance, Cityscoot. Donc, je pense que quand je suis parti, je savais que ça allait être difficile. Ça allait être difficile de tenir, ça allait être difficile de redresser la boîte. Il aurait vraiment fallu que il y ait un autre que la présidence soit reprise par quelqu'un qui l'incarne. Et franchement, j'étais le seul à pouvoir l'incarner. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais je pense que ça aurait perdu un petit peu de sa saveur, de la touche que j'avais mise dans Cityscoot, etc. Mais ça aurait pu fonctionner quand même, je pense. Même sans moi, il ne faut pas que j'exagère quand même. Je pense que le service était bon et qu'il aurait pu fonctionner sans moi. Mais bon, voilà, on est en août, et puis pour une raison donc, que je ne dévoilerai pas, tout d'un coup, alors que le plan de relancer Cityscoot, qui me paraît tenir, des managers de transition, qui me paraît correct, ils n'ont pas choisi le bon scoot pour faire la reprise, mais le plan a l'air pas mal. C'est un plan qui coûte 7 ou 8 millions, donc en comparaison des 25 ou 30 qu'ils ont mis chacun, c'est pas grand-chose, et ils décident de ne pas les mettre. Il faut qu'ils mettent 3 ou 4 millions chacun, ils décident de ne pas le faire, et ils mettent la boîte en redressement judiciaire. Et ça, pour moi, et c'est là que j'ai posté, j'ai fait mon premier post d'une série de 4 qui a eu énormément de succès, où j'ai eu milliers et des milliers de likes, de republications et tout. Beaucoup de mobilisation. C'est là que j'ai senti, une grosse mobilisation. Il y a plein de gens qui m'ont appelé pour m'aider gratos, avocats, leveurs, toutes sortes de personnes, cabinet de communication de crise, tu vois, des gens comme ça. Il y a plein d'entrepreneurs qui m'ont appelé en direct pour me raconter, pour me demander ce qui s'est passé, pour me raconter aussi leurs mésaventures avec leurs propres investisseurs, parce que ce qui m'est arrivé, moi, on le sait tous, mais on le dit pas, mais ça arrive à plein. Bah, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. Et c'est affreux. Et donc, j'avais fait toute une liste d'investisseurs avec qui il ne fallait plus jamais travailler. La blacklist. Et puis aussi d'entrepreneurs. Vous la trouvez sur notre site internet. Non, et d'entrepreneurs qui se sont fait massacrer par leurs investisseurs. Et je me suis dit d'ailleurs un jour que j'allais monter une sorte de fondation, une sorte de club de tous ceux qui se sont fait massacrer, et pour réétablir un petit peu des nouvelles règles de gouvernance et la protection des fondateurs. Un fondateur comme moi, et ça va sonner, il y a plein d'oreilles qui vont siffler, moi j'ai réemprunté de l'argent pour réinvestir dans Cityscoot à la fin. Quand on n'a jamais... moi j'ai jamais cash out, donc quand on n'a pas cash out encore et que la boîte se retrouve au tapis, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Il y a plus beaucoup d'amis dans le business, alors qu'on pensait être dans un écosystème avec beaucoup de solidarité. Il n'y a plus de solidarité, c'est fini. D'accord ? Donc c'est un petit peu un milieu un petit peu ambivalent. D'accord ? Il y a des gens vachement sympas, et puis il y en a d'autres... Beaucoup d'opportunistes aussi. Oui, il y a des opportunistes, et puis il y en a d'autres qui ne te répondent plus à tes mails, ils ne répondent plus au téléphone, ils ne répondent plus du tout. Donc voilà, redressement judiciaire. Là, j'essaye de reprendre la boîte comme je peux. En fait,
Je sais plus qui m'a dit pourquoi tu reprendrais pas ta propre boîte. Parce que moi, je suis parti à ce moment-là, quand ça arrive, je suis parti depuis 1 an et demi. L'idée, elle te vient pas tout de suite. Non. C'est cette personne-là qui te... Mais non, parce que j'ai pas d'argent, tu vois. Et en fait, quelqu'un me dit, mais reprends-la, tu fais un plan de reprise, tu trouves les investisseurs pour ton plan de reprise. Ok, bah, tu n'auras plus la majorité dans la boîte, mais ça, tu t'en fous. Au moins, tu essaies de la reprendre dans les bonnes conditions, tu la sauves et ta carrière est repartie et tout. Et finalement, je me dis, ouais, ok, je vais faire ça. Donc, je travaille d'arrache-pied pour essayer de faire ça et j'échoue parce que je pense que je m'y prends un peu mal. Je ne m'adresse pas aux bonnes personnes direct. Tu sais, quand tu es en redressement, tu as très peu de temps pour apporter ton plan de reprise au juge. Et il faut faire beaucoup très vite. Et moi, j'ai dépensé mon temps à essayer de trouver des investisseurs. Et en fait, je ne me suis pas adressé aux bons investisseurs tout de suite. Je pense que j'aurais dû m'adresser à des gros industriels qui étaient soit encore leur business, soit qui avaient cash out, qui comprenaient un petit peu le sens de trucs et qui auraient bien aimé se payer pratiquement 90% de Cityscoot pour 7 millions d'euros. Mais je n'ai pas trouvé. Et je m'y suis peut-être mal pris. Et du coup, j'ai été obligé de me présenter 6 février, je crois, 2024, devant le juge en lui disant j'ai pas de plan. Enfin, j'ai un plan, mais j'ai pas d'argent. Et donc, c'est Cooltrack a repris notre fichier client, une vingtaine de salariés peut-être, et notre marque pour 400 000 balles. Voilà. Ce qui m'a fait un petit peu mal au cœur, mais bon. Donc, voilà, une aventure comme il y en a d'autres. Hein. Moi, la mienne, elle a été un petit peu médiatisée parce que je l'ai médiatisée, parce que Cityscoot avait une grosse notoriété, mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Et ce que tu dis, c'est que le gros problème, au-delà, en fait, t'as des facteurs qui sont arrivés, le Covid, le télétravail, mais le gros problème qui t'a empêché de réagir, c'est la gouvernance. Est-ce que si tu avais eu une gouvernance différente, est-ce que tu avais une conviction dans ta vision de ce qu'il fallait faire en 2022 Est-ce que tu avais plusieurs plans et est-ce que tu avais aussi les personnes autour de toi qui pouvaient t'accompagner sur cette nouvelle phase de reprise de Cityscoot? Bon, alors déjà, je pense que c'est un petit peu gonflé de ma part de dire que c'est pas à cause de la gouvernance. Il n'y aurait pas eu de Covid, Cityscoot existerait encore, gagnerait probablement pas mal d'argent, serait dans une vingtaine de villes en Europe, et tout irait bien, et dans ces cas-là, les gens qui s'entendent pas, ils s'entendent bien au sein d'une boîte. Tu sais, quand ça gagne de l'argent, tout le monde s'entend bien. Donc... le principal responsable, c'est Covid plus télétravail. Ensuite, deuxième responsable, c'est probablement un plan de croissance un peu démesuré. Bon, alors, je suis pas gentil avec moi-même en disant ça parce que c'est facile de le dire avec le recul qu'on n'aurait pas dû dépenser autant d'argent, mais quand tu es en hyper-croissance et que tu dois ouvrir plein de villes, tu dépenses de l'argent, tu investis, et tu peux pas imaginer qu'il va y avoir un truc comme le Covid, personne ne pouvait l'imaginer. Bon. Tu sais ce que tu avais vendu à tes investisseurs pendant la série C, tout le monde était aligné sur cette vision-là. Ouais. Voilà. Bon, non, il n'y avait pas de problème. Et on allait probablement à epsilon près faire, alors pas de la manière dont on le pensait, mais faire le business plan qui avait été présenté pour le Tour C. Bon, on l'aurait fait, on était très très bien partis jusqu'en mars 2020. Alors, un peu aidé par les grèves de la RATP de fin décembre, début janvier fin décembre 2019, début janvier 2020, mais on était sur une lancée de folie. Tu sais, le modèle Cityscoot, c'était que les scouts survivent à leur leasing. Et en fait, quand tu peux commencer à exploiter des scouts qui ont été complètement payés, il n'y a plus de loyer à payer dessus, c'est l'embellie absolue. Cette embellie, elle arrivait précisément début 2020, parce que nos premiers scouts, on les avait achetés en 2016. Et au moment où tu vois la lumière du tunnel, boum, tu vois, et tu te dis, ça y est, là, c'est là que la courbe, en fait. Tu vois, le bas de notre courbe, il était là, il était en 2020. Et tu sais que tu as tapé du pied là au fond de l'eau et que tu es en train de remonter maintenant et que tu t'orientes vers le profit. Et boum, c'est là que le Covid te tombe sur la tête. Donc c'est assez affreux quand même. Enfin, le timing est vraiment pas favorable. Bon. Du coup, j'ai oublié ta question, Paul. Est-ce que tu avais un plan, parce que c'est pas la même chose de, tu vois, 2013-2016, tu construis, tu vois, toute la phase amont, 2016-2020 hypercroissance où les signaux sont verts.
paf, le Covid tape. Et là, c'est une nouvelle phase, une nouvelle dynamique. Est-ce que tu avais un plan précis Ouais. Absolument. Le plan, en fait, il avait été imaginé depuis début 2019 ou depuis mi-2019, où il était question de lever courant 2019, plutôt au mois de septembre. On a levé au mois de décembre, mais plutôt en septembre 2019. Et on s'était mis d'accord avec tous les investisseurs à ce moment-là qu'il fallait relever en 2020. Relever fin 2020 pour déployer d'autres villes, d'autres grosses villes, peut-être des plus petites villes, des villes de province qui finalement nous paraissait plutôt attractive. Et le plan, c'était ça le plan. En 2020, fin 2021, enfin mi-2021, le plan, puisque le confinement, tout ça, ça a duré, tu vois, le plan, il est d'essayer de tenir. Il n'est plus d'essayer de croître, il est d'essayer de tenir. Et début 2022, quand on voit qu'on n'a plus de trésor dans 4 mois, et que donc on est obligé de se mettre sous protection judiciaire. Là, le plan, il est de dire aux investisseurs, ça va mieux, on est au bout du tunnel, on va gagner l'appel d'offres de Paris, les scooters thermiques vont bientôt être obligés de payer le stationnement, le télétravail commence à ralentir un peu, les gens commence à retourner vaguement au bureau, donc cette espèce de truc structurel, il est en train de disparaître. On est toujours très fort vis-à-vis de nos concurrents, on a 75% ou 80% de part de marché. Il faut simplement qu'on change un petit peu qu'on renouvelle un petit peu notre flotte, qu'on baisse nos coûts, et le plan c'est ça. Et le plan il coûte à peu près 8 ou 10 millions. Et de toute façon, crise ou pas crise de gouvernance, il aurait fallu le faire. Le fait que moi et mon board soient en désaccord n'a pas tellement d'influence sur l'opérationnel. Un peu sur l'opérationnel, mais n'a pas tellement d'influence sur les revenus de la boîte, ni sur... il y avait un gros désaccord entre moi et ceux qui ont repris derrière moi, c'est que moi, je misais tout sur une surdisponibilité de la flotte, alors que mes successeurs ont voulu réduire le nombre de scooters dans Paris et sous-dimensionner la disponibilité. Et ça, pour moi, c'était un point de désaccord majeur. C'était justement la différence que j'ai expliquée entre être une société de service et être une société de mobilité. Bon, c'est une mauvaise compréhension du business. Mais mis à part ça, je dirais que les frictions, même très fortes au sein de la gouvernance, n'ont pas eu beaucoup d'impact sur la chute de Cityscoot. Je dirais que ce qui a plus eu d'impact sur la chute de Cityscoot, c'est la non-compréhension absolue et le désintérêt total et la lâcheté des investisseurs publics. C'est tout. C'est super d'avoir des investisseurs qui ont les poches hyper profondes, mais si un jour ils doivent vous rayer de la carte, pour eux, ça leur fait aucun effet. Ce qui les emmerdait un petit peu, c'est qu'il y avait des centaines de salariés. Bon, finalement, ils ont probablement retrouvé du boulot à droite à gauche, ces salariés-là. Mais et ce qu'on peut attendre d'un investisseur public, c'est que l'intérêt social passe avant tout, mais pas pour eux. Voilà. Donc ça, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Je pensais que, et peut-être que je m'étais un peu trop confiant là-dessus, c'est que l'État, donc la Banque de l'État, la CDC et la RATP, ne lâcherait jamais un service qui était devenu quasi public, B2C, mobilité propre, des centaines de salariés, notoires. Pour moi, c'est presque une faute professionnelle de l'État de l'avoir lâché. Je ne comprends même pas comment ils ont pu le lâcher. Et je pense que l'erreur, finalement, ce qu'on peut leur reprocher, c'est un peu cette trahison et le fait de ne pas avoir compris comment ça fonctionne, en fait, Cityscoot, comment il fonctionnait, pourquoi mettre une nouvelle flotte aurait permis au service de repartir, etc., etc. Parce que ton rêve ultime, tu le disais, c'était de faire en sorte que chaque user, dès qu'il ouvre l'app, ait un Cityscoot à 100 mètres dispo, de même pas se poser la question de devoir le chercher, en fait. Exactement. Le pari, c'était que tu
te réveilles, tu as fini ton petit-déj, tu mets ton manteau, tu n'as aucun doute que si tu marches 1 minute ou 2, tu auras un City Scoot. Et donc, c'est pour ça qu'on avait fait une promesse en 2017 ou 2018, qui est un scooter tous les 100 mètres dans Paris. Et à un moment, il y avait un scooter tous les 100 mètres dans Paris en moyenne. Ouais. Et je te jure que la confiance dans le service, je connais plein de gens qui se disaient, moi je descends dans la rue, c'est là que j'allume mon app et je regarde où est le scooter le plus proche. T'as même pas besoin de le réserver, quoi. Ils ne le réservaient même pas, ouais. Le service était fabuleux. Ouais. Et c'était un service. C'était un vrai service. Tu peux parler de service quand les gens peuvent... Tu sais, un service, ça coûte cher. Donc les gens qui sont prêts à payer plus cher, parce que ça, ce sont des gens qui cherchent du service, sinon ils prennent le métro. Hein. Ils sont prêts à payer plus cher. Il ne faut pas les trahir, c'est tout. Il faut qu'ils aient confiance dans ton service. Si tu commences à les trahir une fois, bon, ils peuvent se dire qu'il y a eu un blip, etc. Si tu les trahis 2 ou 3 fois, ils vont chez le concurrent ou ils reprennent le métro. Donc, il ne faut jamais défaillir à ça. Et là, c'est pour ça que la surdisponibilité, en plus, c'est un élément marketing énorme d'avoir des scooters partout. C'était majeur. Et ça, personne ne l'a compris. Et peut-être, Bertrand, il nous reste 2 minutes avant de conclure. Mis à part la série de posts que tu avais fait quand tu t'es retroussé les manches pour City Scoot, tu n'étais pas très vocal, mais tu as quand même fait un grand post de remerciement à Christelle, qui est une personne qui t'a accompagnée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette personne et comment elle t'a aidé? Parce que tu dis quand même qu'elle t'a sauvé, c'est très fort. Alors il faut savoir que j'ai complètement changé. Maintenant, je conseille des start-upers dans la structuration de leur boîte, leur go-to-market, tout ça, tous les trucs que je sais faire en fait très bien, que j'ai fait. Puis en plus, comme j'ai eu que des malheurs, j'ai essayé de leur dire qu'il y a des pièges à éviter, surtout au moment où tu écris les pactes et les statuts. Bon, alors là, je suis en train de parler à des gens qui travaillent pour des VC, mais moi, je suis pas fan des pactes que rédigent les VC. On est en early stage, mais bon. Voilà. Et donc, Christelle, elle m'a aidé énormément. Alors, Christelle, je la connais depuis les marchés financiers. Elle a complètement changé de carrière aussi. Et à un moment où je me dispersais complètement parce que j'ai voulu devenir manager de transition, j'ai passé mes habilitations pour être CG, conseiller en gestion de patrimoine. Ensuite, j'ai voulu... j'ai fait n'importe quoi. Et elle m'a complètement focusé sur ce qui me plaît. Donc, conseiller, j'adore. Transmettre, j'adore. Voir les idées de start-up arriver devant moi, j'adore. Elle m'a dit, écoute, Bertrand, fais ça. Et on a travaillé énormément avec Christelle dans cette voie-là, et plus on travaillait tous les deux, plus j'étais persuadé. Au début, je lui dis, Christelle, t'as rien compris, moi je veux aller dans toutes les directions parce que je veux tout faire en même temps, etc. Focus, et elle m'a fait focus sur ce qui finalement, elle m'a... Sur la bonne voie. C'est l'espèce de maïotique, c'est-à-dire qu'elle m'a fait accoucher de mes propres idées, de mes propres envies, de ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire et de ce que j'adore faire. Et finalement, elle m'a sauvé parce qu'elle m'a forcé. Parce que c'est une personnalité hyper forte, donc on se marre beaucoup avec Christelle. Mais Christelle, ça rigole pas. Voilà. Elle t'a pas conseillé d'aller faire du VC alors? Parce que conseiller, voir plein d'idées de start-up. Écoute, j'ai 2-3 VC qui m'ont... Il y a 2-3 VC qui m'ont proposé de... Mais je peux pas être de l'autre côté, là. Je peux pas, c'est pas possible. Moi, je suis quelqu'un qui... Franchement, pour moi, les VC sont divisés en 2 catégories, ceux de gauche et ceux de... Enfin, tu vois, là, ceux qui sont à gauche de moi et puis ceux qui sont à droite. Et non, je préfère pas être de ce côté-là du miroir. Ok, bon, on va déjeuner pour en discuter. Okay. Là. On souhaite à tous ceux qui sont perdus de trouver leur Christelle. Et Bertrand, un immense merci d'être venu témoigner à notre micro. Et on espère que ça servira à certains, on en est sûr même. Ouais, merci beaucoup. De rien, merci à vous deux de m'avoir invité. À bientôt.